Bon lundi à tous, mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de promesse présidentielle. Paul Biya attend 30 ans. C'est le titre proposé par le numéro de ce matin. Les Lions indomptables de l'épopée de 1990 viennent de recevoir une bonne nouvelle. Les 22 villas que le président de la République avait donc promises en 1990 vont leur être attribuées. Peut-être faudra-t-il encore attendre 30 autres années pour la concrétisation de cette promesse, estime donc un observateur, et déjà d'autres réclamations, c'est à lire dans le dossier de la page 5 à la page 9 du journal, la nouvelle expression de ce matin. Le journal parle également de l'accident de la circulation, hécatombe à Bafoussam, au moins 20 personnes ont péri dans un accident de la route survenu au village Banefo à Bafoussam 1er. La liste des victimes est à découvrir dans le journal en page 2 ce matin. Le journal parle également de l'après-Covid 2019, Covid-19, les mains tendues de l'Afrique. Le continent attend beaucoup du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour éviter l'effondrement donc, de son tissu socio-économique. C'est ce qu'on lit en page 3. Et en parlant toujours de la Côte d'Ivoire, cette fois avec le dribble de Ouattara. Le président ivoirien a surpris d'ailleurs tout le monde, même dans son propre parti, en décidant donc de se présenter à l'élection présidentielle de cette année. C'est d'un dossier que je vous invite à lire de la page 10 à la page 11. Le journal donc s'intéresse aussi au coronavirus avec des millions de cas aux États-Unis. La première puissance économique mondiale est donc le point où de loin celui qui compte donc le plus d'infections, bien sûr des décès. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Je vous invite à lire donc le journal, le numéro disponible en kiosque. Alors le du Sahel pour sa part parle donc de Yaoundé avec le frère aîné d'Idriss Déby au tribunal contre l'État du Cameroun. C'est à lire en page 3. Le même journal parle également du maillot d'Anaï. La polémique autour du premier décès du Covid-19 à Yagua. Et on s'intéresse à l'insécurité. Un coffre-fort emporté au marché central de Garoua. C'est en page 6. Des informations également parlant d'un gaounéré avec la drogue qui fait rage chez les jeunes filles. En page 4 du journal. Les du Sahel disponible en kiosque ce matin également. Tout comme le quotidien Le Messager. Le Messager parle plutôt des régions de l'Est du Cameroun. La lente agonie des réfugiés centrafricains. C'est le titre proposé par le tabloïd. Le journal explique que c'est vrai donc des ressources financières. Le HCR et le PAN préviennent donc que la situation de ces 12 000 personnes pourrait donc s'empirer dans les mois à venir si le gouvernement camerounais n'intervient pas. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal. Le journal parle également de la Fédération camerounaise de karaté et discipline infinitaire. Emmanuel Wakam sur la touche, c'est en page 12 du journal ce matin. Et puis on s'intéresse ici au litige foncier, scandale foncier donc dans le Ndé vers une nouvelle affaire Ketchakoutez. Le journal s'intéresse donc ainsi. C'est à lire aussi en page 6 de ce numéro disponible en kiosque. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce premier jour de la semaine. Et avec nos invités déjà sur ce plateau, Thierry un peu bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous Flavien Dongo, bonjour à Bena Batana, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grandes Unes, c'est un plaisir d'être là ce matin. Merci d'être là également. Alors donc vous allez partager en tout cas vos commentaires avec nos téléspectateurs et surtout avec Bernard Batana qui est là, bonjour. Good morning Santa, good morning Bokwango. Permettez-moi, avant de commencer cette revue de presse, de faire un hommage particulier à un fidèle lecteur des revues de Grandes Unes. Il s'appelle Essembe Daniel, on l'appelle pas Dan. Il est mort dans son sommeil samedi dernier. Il était vraiment un fidèle téléspectateur d'Equinox TV. En tout cas, condoléances à la grande famille, bien entendu. Donc avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par les tabloïds que nous avons reçus. Il y a la nouvelle expression qui parle de promesse présidentielle ce matin. Paul Biya attend 30 ans, c'est le titre proposé par le journal. Les Lions indomptables de l'épopée 90 bénéficient en tout cas de cette bonne nouvelle. Chacun va avoir un domicile. Et entre-temps, il y a ceux de 2000, aussi les Sydney 2000 qui disent on n'a pas démérité également, il faut penser à nous. Oui, il faut dire que vaut mieux tard que jamais. C'est vrai que le journal La Nouvelle Expression avait une digression en disant qu'on pourra encore attendre peut-être 30 ans pour que ce soit complètement. Non, moi je pense que cette décision du président de la République est la bienvenue par rapport aux Lions. Mais sauf que je pense que c'est le problème des Lions indomptables ne se résume pas à des villas.
c'est des gens qui ont servi sous le drapeau et que la patrie doit être reconnaissante. Moi, je pense qu'il est temps qu'on pense à un statut des lions indomptables. Parce que c'est malsain, c'est pas élégant de voir ceux qui ont servi sous le drapeau terminer dans le dénouement, comme on sait. Parce qu'il y a des cas où les lions indomptables, après avoir été au service de l'État, de la nation, terminent dans le dénouement total. Moi, je pense qu'il faut regarder. Et puis, il y a une expression qui est devenue usuelle, les anciennes gloires. Moi, je pense que la gloire n'est pas limitée dans le temps, où on est une gloire et on le reste. C'est les gloires. Et même l'expression telle que les anciens lions, ils sont des lions. Ils ont servi sous le drapeau. Ils ont fait notre fierté. C'est les lions indomptables qui ont fait en sorte que le nombre d'équipes soit revu à la hausse pour la participation des États africains. Je crois qu'on doit leur reconnaître cela. Et je pense qu'un statut des lions indomptables serait le bienvenu pour qu'on ne les voit pas dans le dénouement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a d'autres qui réclament. Les héros de Sydney disent que mais nous aussi on a servi sous le drapeau. On a aussi droit à la reconnaissance du chef de l'État. Moi je pense qu'on doit résoudre ce problème des lions une fois pour toutes en votant un statut des lions indomptables. Très bien, alors, donc un statut pour les lions en tout cas, puisqu'il ne veut plus qu'on parle des anciens lions, les lions restent les lions de toute façon. Mais ici, on parle bien entendu d'une promesse présidentielle qui a attendu 30 ans. Est-ce qu'il faut encore attendre 30 ans, comme propose la Nouvelle Expression ce matin, pour voir concrétiser cette promesse? Bon, je ne le souhaite pas. Bernard Batana l'a souligné tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais. 30 ans après, cette promesse peut-être verra finalement le jour, même comme la Nouvelle Expression va jusqu'à s'interroger sur le fait que cela pourrait encore attendre 30 ans avant que cette promesse ne soit actée dans les faits. Parce qu'il est une chose promettre, il est également une autre que de réaliser. Mais il se trouve que, et ça peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas, il a fallu que les lions indomptables, ces anciennes gloires, comme on les appelle de manière courante, se réunissent en début du mois de juin pour reposer le problème de cette promesse du chef de l'État. Donc c'est au terme où, après cette rencontre, qu'un dossier a une fois de plus été posé sur la table du président de la République. Quelques jours plus tard, il a décidé de le solutionner de manière positive. Maintenant, il faut que qu'on passe au fait. C'est vrai qu'ils ne sont plus 22, c'est vrai qu'ils ne sont plus 22, ils sont maintenant 19, mais on espère que les ayants droit des 3 derniers qui sont partis outre-tombe pourront, pourquoi pas, bénéficier également de cette promesse ou de cette manne présidentielle-là. Oui, cela pose le problème, ça j'ai failli le dire tout à l'heure, cela pose le problème du suivi des dossiers. On a comme l'impression qu'au-delà de cette promesse, peut-être quelqu'un avait été commis pour gérer ce dossier. Le dossier n'a pas été géré. Si Roger Milla et les autres ne s'étaient pas réunis, cette promesse n'aurait jamais été actée. D'ailleurs, n'aurait même jamais commencé à être à pleine forme. Peut-être il faut de temps à autre réactiver, relancer les dossiers parce que, comme on le dit, le chef de l'État n'a pas que le dossier des lions indomptables sur sa table. Oui. Il y a les dossiers des projets structurants, la gestion au quotidien du Cameroun avec tous les travers que vous pouvez imaginer là-dessus. Donc maintenant, il y a un problème de suivi. Il fallait peut-être que le ministre des Sports de l'époque travaille davantage à ce niveau, mais vivement quand même que l'on donne de la valeur à la parole présidentielle. Alors, Roger Milla est ambassadeur itinérant. On l'a entendu également sortir, c'est lui qui est sorti également il y a quelques jours pour revendiquer davantage et dire que ce n'est pas normal que les anciens lions décèdent de cette façon. Et en même temps, dans la Nouvelle Expression, il dit que le chef de l'État respecte toujours ses promesses. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de dire que les gens qui sont chargés du suivi de ce dossier, d'ailleurs, la preuve, son Excellence Roger Milla l'a par la suite dit dans cette interview qui a été diffusée par la CATV Relais, par la Nouvelle Expression, que en réalité, il a comme l'impression qu'il a fallu que c'est eux-mêmes qui réactivent le dossier. Donc peut-être cette
cette promesse est restée inappliquée simplement parce que les gens qui étaient en charge de ce dossier ne l'ont pas mené jusqu'à bon port. Je continue à dire que ceux qui sont chargés de mettre en branle, de mettre en pratique la parole présidentielle doivent travailler pour que la parole présidentielle soit véritablement une institution. Parce que quand le chef de l'État parle, c'est quand même la première puissance, c'est quand même la première voix du Cameroun. Donc quand il dit une chose, cela doit être acté dans les mois, dans les jours, dans les mois qui arrivent. Il ne faut pas toujours attendre que l'on revienne là-dessus, parce que cela poserait une fois de plus le problème ailleurs. Rappelez-vous du problème des barrages hydroélectriques, rappelez-vous de ces projets structurants, tout ce que cela a trait comme promesse chef de l'État qui ne sont presque pas toujours passés. On reste encore à la phase de réalisation. Parfois, on vous dit qu'il y a des rallonges. Mais quand on questionne les fonds, on se rend compte qu'il y a quelques ministres et quelques hauts fonctionnaires qui ont détourné beaucoup de milliards de francs CFA, ce qui empiète effectivement l'organisation du travail véritable. Donc, vivement que le chef d'État également lui-même, on peut comprendre parfois, c'est peut-être là où on peut évoquer le problème d'âge, mais le suivi des dossiers est important dans la conversation. Alors, Bernard Batana, lorsque vous parcourez également l'article, c'est vrai qu'on n'explique pas beaucoup quel est le sort qui est réservé à ceux qui sont partis, les familles de ceux-là qui sont partis, qui restent bien sûr aujourd'hui, des 22, il ne reste que 19, on le rappelle maintenant, et les familles des 3 autres. Oui, moi je pense que là c'est un autre débat, mais ce qui est important, c'est que chaque joueur, parce qu'ils sont là, quand on parcourt la nouvelle expression. Non, ils n'ont pas demandé à mourir avant la décision. Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils n'auront pas droit à leur villa. Justement, ils ont des familles, il y a dans chaque famille, ils ont des enfants. Moi je pense que le problème ne se pose pas. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on ne doit pas. Il est ancien, il est lion indomptable, oui ou non. On a attribué des villas aux 22 lions de la cuvée 90. Bon, maintenant, il se trouve qu'il y en a parmi eux qui sont passés. Mais là, ça ne change en rien la donation présidentielle. Moi, je pense que c'est un faux débat qu'on pose là. C'est un faux débat. On donne, il y a de la famille et autres là. Mais là où il faut s'interroger, c'est au niveau, et comme Thierry l'a dit, au niveau même du suivi des décisions présidentielles. Quand un chef de l'État, président de la République, donne sa parole, elle doit être respectée dans le temps. Moi, je pense qu'on a attendu 30 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux tard que jamais. Mais il faut déjà s'interroger sur le suivi des décisions présidentielles. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a une polémique. Oui, il y a une polémique qui est née à la suite de la mort de l'emblématique capitaine des Lions indomptables, Stéphane Tato, où on a fait croire, ou une certaine opinion a laissé croire que c'est parce qu'il est mort que le chef de l'État s'est peut-être souvenu de ce qu'il y avait un dossier là-dessus, non? Tout le monde sait effectivement que ce dossier a été soulevé avant sa mort. Malheureusement, il est décédé à la suite de quelques petits problèmes de santé, d'une généralement statut qui n'est pas, Bernard l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas propre. En fait, ce n'est même pas propre au Cameroun, il faudrait le dire. Et en même temps que les gens sachent que quand on est en fonction, on doit préparer la fin de ses jours. Donc, il ne faut pas nécessairement tout imputer à l'État, encore moins au chef de l'État. D'accord. C'est un dossier que je vous invite à lire dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, parlant de Paul Biya qui attend 30 ans, parlant de promesses présidentielles également, avec les Lions indomptables de l'épopée de 1990, qui viennent donc de recevoir une bonne nouvelle. Les 22 villas que le président de la République avait donc promises en 1990 vont leur être attribuées. Peut-être faudra-t-il encore attendre. Ça, c'est la Nouvelle Expression qui questionne donc attendre encore 30 ans pour voir la concrétisation même de toutes ces promesses. Donc, c'est à lire dans le journal ce matin. Le même journal qui parle également de l'après-Covid-19, les mains tendues de l'Afrique. Donc, le continent attend beaucoup du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour éviter l'effondrement même de son tissu socio-économique. Oui, c'est une pandémie qui a des répercussions très, 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 très néfastes au niveau du tissu économique. Il y a eu un marasme avec la venue de ce Covid-19. Il est donc de bon temps que les pays se retournent vers les bailleurs de fonds, tels que le FMI et la Banque mondiale, pour leur dire que maintenant, nous, on a des économies sinistrées du fait de cette pandémie. Je crois que c'est une bonne démarche. Il faut vraiment que cette économie soit assistée parce que les
les clignotants sont au rouge par rapport à l'avenir de notre économie, du fait justement des actes dévastateurs du Covid-19. Alors, lors du Cameroun, parmi les pays africains, bien entendu, le Cameroun qui continue de tendre la main et attend bien que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale viennent au secours des difficultés que nous connaissons. Mais vous semblez oublier que le Fonds monétaire international avait accordé un peu d'argent au Cameroun, près de 150 milliards de francs CFA jusqu'à présent. On ne nous a pas exactement dit à quoi a servi cet argent. Beaucoup de Camerounais sont revenus sur la sortie du ministre Kamalaouda Malachi sur la distribution des dons en nature, notamment des sacs de riz, des gels hydroalcooliques et le reste. Mais alors qu'en réalité, il y a un gros problème de fond qui se pose avec beaucoup d'acuité. Celui justement de la gestion de l'argent qui avait été mis à la disposition par les bailleurs de fonds. Il faudrait que le ministre des Finances nous dise exactement à quoi a servi cet argent-là. Mais on continue à croire que les économies africaines, notamment au niveau de la zone CEMAC, sont assez résilientes. Il est possible pour ces dernières de s'en sortir sans véritable problème à ce niveau. Mais il faut continuer quand même à croire que la Covid-19 nous a permis à nos États, à nos économies, de comprendre qu'on ne peut davantage compter sur soi-même. Même notre système sanitaire doit être revu. À partir de la Covid, on a détecté beaucoup de failles, beaucoup de défaillances, parce qu'avec la Covid-19, même si vous aviez de l'argent n'importe comment, vous étiez obligé de rester claqué muré, soit chez vous, soit dans votre pays, sans pour autant sortir. Et si vous n'aviez pas un système de santé suffisamment puissant, important pour gérer ces cas-là, vous avez vu, au Cameroun, on continue encore à mettre des masques aux gens à la place d'un respirateur artificiel véritable. Donc il faudrait justement que les gouvernants commencent à réfléchir à long terme sur des mécanismes susceptibles de permettre aux économies d'être véritablement résilientes. Parce que si on continue à tendre la main, aucun pays ne peut se développer en tendant la main. Aucun pays ne peut se développer. Encore que ce n'est pas gratuit. Il faut le rappeler. Voilà. C'est pas gratuit. Donc, c'est ce que nous disons en tendant la main, en empruntant, en important. Il faut davantage développer des tissus. Bernard, qui est assez, disait sur le plan économique, le dira suffisamment. Il faut créer de la richesse sur le plan interne. C'est cette richesse, peut-être à partir de l'agriculture, à partir des économies assez mixtes, qui permettrait, avec l'exportation, d'avoir des économies suffisamment puissantes. Mais je vous rappelle que les économies camerounaises, les entreprises camerounaises ne sont pas compétitives sur le marché international, simplement parce qu'au Cameroun, on continue à importer même le cure-dent. Alors, oui, il faut dire que, c'est vrai, moi je reviens un peu sur le bilan de la gestion de la Covid-19. On ne peut pas parler du bilan pour un processus qui est encore en cours. Oui, nous sommes en pleine pandémie et on ne peut pas demander au ministre, moi j'ai des problèmes par rapport aux gens qui disent, oui, on veut le... Non, la Covid-19 est encore, nous sommes en pleine lutte, on ne peut pas demander aux lutteurs de dire, bon, faites le bilan de la lutte alors que nous sommes en pleine lutte. Le bilan de la gestion de la Covid sera fait après la Covid. Bon, maintenant, quand on revient, nous sommes une économie ouverte. Moi, je pense que la dette en soi n'est pas un problème pour une économie. C'est la dette en soi, c'est la gestion de cette dette qui est un problème. On peut s'endetter autant qu'on peut, si ça peut relever l'économie. Mais maintenant, c'est au niveau de la gestion que se pose problème. Et puis, ce problème se pose effectivement au Cameroun, parce que nous avons des décideurs qui gèrent mal l'argent, qui gèrent mal l'argent, ils détournent les fonds publics. C'est ça le véritable problème. En réalité, ce n'est pas la demande qui est mauvaise, mais c'est la gestion de cet argent qui devient un problème. Il faut que la gestion se fasse suivant les règles de l'art. D'accord. Mais au-delà de la gestion, il faut effectivement que nos économies travaillent davantage à être compétitives. Parce qu'on ne peut pas se développer en empruntant. Même l'emprunt n'est pas une mauvaise chose. Si on emprunte pour investir, c'est une très bonne chose. Mais quand on emprunte pour des économies de consommation, c'est un problème. Donc il faut savoir gérer l'argent emprunté. Si on emprunte de l'argent pour produire un acheter journal, les Prado pour produire un journal, il faut produire le journal, pas pour acheter. L'argent doit produire des richesses. Bien sûr. L'argent ne doit pas être thésaurisé dans l'achat de voitures. C'est hors circuit, parce que quand on prend de l'argent pour acheter une Prado, c'est de l'argent thésaurisé. Mais lorsqu'on achète, on prend de l'argent pour investir
pour investir, pour créer des richesses. L'argent devient important pour une économie. C'est de cela qu'il est question. Ceux qui achètent les Prado vous diront qu'il faut ces Prado-là pour investir. Non, ça c'est thésauriser l'argent. Au-delà de la ce sont des passifs qui n'apportent généralement pas grand-chose quand on veut parler de développement. Pour se développer, il faut investir dans l'actif. Tous les économistes vous le diraient. Donc, on continue. Si on continue à investir dans des biens de consommation, cela ne sert pas à grand-chose. D'accord. Alors, donc, c'est ce qu'on peut lire dans le journal, en page 3 de la Nouvelle Expression, parlant de l'après-Covid-19, les mains tendues de l'Afrique, avec le continent qui attend beaucoup du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour notamment éviter l'effondrement de son tissu socio-économique. C'est en page 3. Alors, le journal s'intéresse également, on va dire un mot sur le quotidien Le Messager, qui parle donc de la région de l'Est Cameroun avec la lente agonie des réfugiés centrafricains. C'est vrai, donc de ressources financières, il y a le HCR et bien entendu le PAM qui disent vraiment nous sommes épuisés finalement et que le gouvernement prenne les choses en main. Continuer à nourrir, c'est déplacer. Oui, il se trouve que le Haut Commissariat pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial, qui sont des institutions internationales, aident les réfugiés. Parce qu'on ne demande pas à être réfugié. On est réfugié quand on est hors de son pays à cause parfois des conflits en interne. Et là, il s'agit justement des réfugiés de la République centrafricaine qui sont en territoire camerounais depuis plusieurs années, depuis que le conflit a déclenché de ce côté sous l'ère Bozizé. Et vous savez effectivement que cela a un coût. Et l'État également, le pays d'accueil, participe parfois à l'encadrement de ces réfugiés-là. Je crois que le gouvernement camerounais fait ce qu'il peut. Les organisations internationales font également ce qu'elles peuvent. Mais il faut davantage continuer à mener le plaidoyer parce qu'on ne demande pas à être réfugié. Généralement, on se retrouve dans cette position de réfugié parce qu'on fuit la guerre, parce que la protection de soi, de chaque être humain, de chaque individu est inhérente même à la vie. Donc, il est tout à fait normal de fuir la guerre pour ne pas en mourir. Donc, quand on se retrouve dans cette condition-là, on ne demande pas l'aide. Ceux qui ont la possibilité de le faire devraient accompagner justement ces personnes qui sont en situation vulnérable. Ça, il faut le souligner. Alors, il s'agit de 12 000 personnes qui pourraient donc mourir de faim si jamais le gouvernement ne vient pas en aide à ces derniers, parce que les deux organisations sont essoufflées financièrement. Et le problème des réfugiés et des déplacés est un problème séculaire. Moi, je pense que il faut peut-être résoudre la cause pour laquelle ils sont des réfugiés. Du fait de la guerre, ils ont été obligés de partir de leur pays. Il faut que cette guerre cesse pour qu'ils rentrent chez eux. Parce que c'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est savoir, ils sont réfugiés. Ils ne peuvent pas vivre une vie assez décente en étant réfugiés. Bon, maintenant, le Haut Commissariat pour les réfugiés semble être essoufflé par rapport à leur entretien, à leur prise en charge. Moi, je pense que le problème est, la question est entre les mains du gouvernement centrafricain. Il faut que les Centrafricains rentrent chez eux. Et pour qu'ils rentrent chez eux, il faut que cette guerre cesse. Il faut que ces conflits cessent. Voilà le nœud du problème. Bon, maintenant, ils sont là. Il faut bien qu'ils vivent. Il faut bien qu'ils vivent. Et que la République centrafricaine prenne acte de ce que il y a des gens qui sont menacés de mort. Parce que c'est des Centrafricains. Ils ont droit à aller chez eux et de vivre chez eux. Du fait de la guerre, ils se sont déplacés. Mais que cette guerre cesse pour qu'ils rentrent chez eux. Moi, je pense que voilà ce qu'il faut faire. Mais en attendant, il faut que le Haut Commissariat pour les réfugiés, parce que ça rentre dans ses prérogatives régaliennes, il faut qu'on s'occupe d'eux. D'accord, alors c'est ce que le journal propose ce matin aussi en page 3, le Messager précisément, parlant de cette lente agonie des réfugiés centrafricains, après l'essoufflement financier du HCR et bien entendu du PAM. On peut dire qu'il y a 12 000 personnes qui sont donc en danger si le gouvernement camerounais n'intervient pas. Alors, l'Œil du Sahel parle ce matin de Yaoundé où le frère aîné d'Idriss Déby au tribunal contre l'État du Cameroun. Il serait parti, en tout cas, de façon inopinée, inattendue,
Il y a 3 ans. Oui. En réalité, je n'aime pas parler des affaires qui impliquent l'État avec des individus. Pour l'instant, il a eu gain de cause dans un premier temps parce que je vous rappelle qu'il était arrivé au Cameroun il y a quelques années pour signer un contrat du côté de Yaoundé dans le cadre de la mise de la réhabilitation d'une route. Il y a eu quelques différends entre les gens qui géraient ce dossier-là. Il a été rapatrié par une lettre, je crois, circulaire du ministre, du directeur général à la Sécurité nationale, M. Mbagangele. Il a porté l'affaire au niveau des juridictions compétentes. Pour l'instant, il a eu gain de cause contre l'État du Cameroun, et cela nous pose une fois de plus le problème de la gestion des dossiers du Cameroun, parce que quand un individu gagne contre un État, ça veut dire que les gens qui ont instruit le dossier l'ont suffisamment mal préparé ou n'avaient pas qualité à le faire, et ce qui pousse parfois l'État à perdre plus d'argent que ce qu'il devrait en perdre. Ce sont, une fois de plus, ce sont des sommes d'argent perdues de manière inutile, alors que parfois les gens bagarrent pour leurs propres intérêts ou pour les intérêts de leurs affidés. Alors, on parle là de la gestion des procès au niveau international contre l'État du Cameroun. Oui, moi je pense que l'État en tant que tel, c'est une personne morale et qui jouit d'une moralité certaine. Si un individu a eu le dessus sur l'État, mais qu'on fasse appliquer la décision de la justice, parce que l'État, ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale. Voilà. D'accord. Oui, ce sont des gens qui agissent au nom de l'État et parfois le font au gré de leurs intérêts personnels ou des intérêts de leurs amis ou de leurs affidés, parce qu'ils veulent protéger peut-être un ami qui est dans le même dossier qu'un autre homme d'affaires. Il utilise la puissance de l'État pour mettre en mal le côté adverse, et cela entraîne ce que cela entraîne souvent. On a vu plein de procès où la douane camerounaise a beaucoup perdu d'argent simplement parce que le directeur des douanes de l'époque voulait simplement mettre en mal un opérateur économique. Pourtant, cela n'a rien à voir avec la gestion de l'État. C'est une affaire de personnes, mais qui se déportent parfois sur le terrain de la justice. Et face à l'injustice, il est clair que généralement, même comme on dit que la justice camerounaise est corrompue, parfois les opérateurs économiques ont gain de cause. Voilà, donc c'est ce qu'on va lire dans le journal en page 3. Et le même journal parle d'insécurité avec un coffre-fort emporté au marché central de Garoua. Oh, c'est un fait divers assez amusant. Bon, mais c'est l'insécurité quand même. Oui. Mais on l'a toujours dit, il faut continuer à travailler pour que le problème de l'insécurité soit résolu de manière pérenne et définitive, parce que on ne peut pas vivre on ne peut même pas investir dans ces conditions-là. Donc c'est un fait divers, mais assez rocambolesque quand même. Emporter un coffre-fort, on n'a pas donné la dimension de ce coffre-fort, parce que c'était vraiment un coffre-fort aussi très lourd, très volumineux. Je me demande comment on l'aurait emporté. Ça reste quand même un coffre-fort. Oui, ouvrir un coffre-fort, il faut beaucoup de... Il faut que les forces de sécurité retrouvent le coffre-fort. Parce que tel qu'il est conçu, généralement, lui n'est pas allé très loin. Donc, il faut que les forces de sécurité... Non, il y a les petits coffres-forts des hôtels. Donc, si c'est ce genre de coffre-fort qu'on emporte... Bon, j'espère qu'ils ont des burins pour l'ouvrir, parce que le coffre-fort pour l'ouvrir, c'est pas évident. Ça dépend. Il y a des petits coffres-forts des hôtels qui sont comme des mallettes qu'on emporte facilement. Alors, il y a ce même journal qui propose, l'Éducel, qui propose la drogue, qui parle de la drogue qui fait rage chez les jeunes filles. En Gaoundéré, par exemple, ce sont des enfants qui disaient être frustrés, en tout cas par des mariages précoces et autres faits, mais qu'on retrouve finalement dans les bar dancing et autres pour consommer de l'alcool et bien entendu de la cigarette. C'est leur façon d'oublier un peu cette souffrance-là, disent-ils. Oui, c'est un problème de société, c'est un problème qu'on retrouve partout, hein. C'est pas seulement à Garoua où les jeunes, où la délinquance juvénile s'aggrave, où la cote de popularité, la cote d'alerte a été presque atteinte là, et que les forces de l'ordre et puis que les gouvernants se penchent dessus, parce que la drogue est devenue la chose la mieux partagée chez les jeunes. À Douala, par exemple, on connaît tous les foyers de drogue. On les connaît, les forces de sécurité les connaissent. Et puis quand tu regardes tous les drogués, là, c'est les jeunes qui utilisent la colle
la colle qu'ils inhalent là et qui enivre et toutes sortes de drogues qu'on peut retrouver sur le marché. En réalité, c'est la côte d'Alerte, c'est un cas d'école. C'est pas seulement à Garoua où les jeunes filles comme les jeunes garçons se sont livrés à la drogue à outrance. Et si c'est on dirait précisément Thierry Niopé? Oui. Ce sont pratiquement les adolescents, si l'on s'en tient là-dessus. Mais je crois quand même que le problème a été pris à bas le corps par les autorités administratives de cette partie du pays, de l'extrême nord, qui ont commencé déjà à mettre des scellés dans certains snack-bars fréquentés par des jeunes où on fume généralement la chicha et le reste, vivant que cela continue, parce que ces jeunes qui se retrouvent en train de le faire parfois sont également les mêmes jeunes qui commettent des actions parfois au sein du corps social. Donc, vivement que les autorités continuent dans cette voie. D'accord, c'est dans le journal L'Œil du Sahel. Pour sortir donc de cette édition, on va dire un mot sur la nouvelle expression qui part de la Côte d'Ivoire avec le dribble de Ouattara. C'est en quelques secondes. Hein, oui, alors c'est pas un dribble. Il reste maintenant, on prend acte de ce que Ouattara se présente à la prochaine élection présidentielle. Bon, maintenant, il reste au peuple ivoirien souverain de décider de ce que c'est lui qui va être le président ou pas. Mais ce qui est important maintenant, c'est que les conditions de transparence électorale, les conditions de concurrence pure et parfaite soient réunies en Côte d'Ivoire pour que tous puissent concourir, pour que Gbagbo revienne et que le peuple ivoirien donne une solution définitive entre Ouattara et Gbagbo. Très bien, merci. Ils sont nombreux en tout cas. Donc, merci à nos chers lecteurs qui auront la possibilité d'aller en kiosque ce matin et parcourir les tabloïds. Il faut se procurer ces tabloïds-là en déboursant 400 francs CFA. Merci, bonne journée à vous. Demain, 9h20 pour l'édition de demain. D'accord. Alors, ce sera sur Equinox Télévision. Allez, bonne journée.